Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Comme chaque année, notre feuilleton footballistique reprend de plus belle et comme chaque année il s'enrichit de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages ambitieux et intrigants. Aujourd'hui, on va en évoquer quelques-uns car voici mes 10 équipes à suivre en 2020-2021. Alors juste avant qu'on attaque, je crois que c'est intéressant de partir avec au moins une courte définition de ce qu'on entend par équipe à suivre. J'ai la sensation que c'est une étiquette qui est assez largement répandue, pourtant elle recouvre plein de réalités différentes. Par exemple, on peut estimer qu'une équipe mérite d'être suivie parce qu'elle propose un jeu séduisant, il y a une dimension esthétique importante, et dans ce cadre, une vidéo comme celle-ci, ce serait un peu une aide à la composition de son programme télé. Qui est-ce qu'on doit suivre cette saison pour voir du beau foot? Mais même si c'est un point crucial, et même si c'est un point qui va déterminer plusieurs de mes choix ici, idéalement, en plus du jeu, il y a aussi tout l'intérêt narratif, la valeur dramatique d'une équipe, sa capacité à créer des histoires, créer des rebondissements. Par exemple, on n'est pas absolument certain de voir Chelsea proposer du beau jeu cette année, mais avec un recrutement aussi ambitieux, ça augmente mécaniquement l'enjeu de leur saison. C'est par définition assez prenant, on a juste envie de voir ce que ça va donner. Donc le jeu, l'intérêt narratif, enfin je dirais que il y a derrière cette étiquette l'envie de mettre la loupe sur des équipes dont on parle un peu moins souvent. Alors c'est pas le cas de toutes les formations ici, mais c'est quand même la raison pour laquelle j'ai choisi d'écarter Liverpool, le Bayern, Man City, le Real, toutes ces équipes qu'on a toujours envie de suivre et donc pas nécessairement plus cette saison que les autres. Du coup, je crois qu'on a les idées assez claires et qu'on peut donc commencer à la 10e place par Brighton. Deuxième saison sur le banc pour Graham Potter, qui s'est révélé à Östersund, hissé de la 4e division suédoise au 16e de finale d'Europa League en 6 saisons. Il l'avait fait avec beaucoup de style, avec un foot soyeux, chargé d'une identité positive, joueuse. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui à Brighton, et c'est exactement ce qu'on voit sur ce début de saison, avec des circuits de relance très travaillés. Dans le rôle du central technique, Ben White est une super addition, lui qui a impressionné à Leeds en prêt l'année dernière. On a déjà beaucoup parlé de Tariq Lamptey, et j'ai prévu quelque chose d'un peu plus détaillé sur lui dans les jours qui viennent, donc on n'en dira pas plus, mais il n'est pas le seul bon piston. Les projections de Solly March à gauche sont très importantes aussi. Voilà, tous ceux qui ont vu jouer Brighton cette saison savent que quelque chose est en train de naître, et en réalité, il y a le matériel pour que la vision de Potter prenne forme, même devant Leandro Trossard, par exemple. Je trouve que c'est un super petit joueur, il a des chances d'aller chercher l'étage au-dessus, parce qu'il a après tout que 25 ans, pareil pour Neil Maupay qui en a 24. Un petit doute sur le recrutement d'Adam Lallana, simplement parce qu'il est tellement blessé que je ne sais pas s'il sera amené à jouer un gros rôle cette saison, mais avec Potter, Brighton a un des meilleurs tacticiens de Première Ligue, et s'ils sont seulement 15e, après 4 journées, une seule victoire en 4 matchs, c'est la faute à pas mal d'infortunes et à un certain manque d'efficacité dans les deux surfaces aussi. Il y a forcément ce match à 5 poteaux contre Manchester United, ce fameux match, mais même plus généralement, je dirais que Brighton manque d'efficacité dans les deux surfaces. Ils encaissent plus de buts qu'ils ne devraient en avoir encaissé quand on regarde les stats avancées. Donc voilà, si on assiste à un petit retour à la normale sur le plan statistique, et si pendant ce temps-là la confiance s'étiole pas trop, je crois à un rebond. Quoi qu'il en soit, la dimension esthétique, leur côté petit poussé joueur, en fait assurément une équipe à suivre, et c'est des mots qui s'appliquent également à Lens. Sur le podium de Ligue 1, après 6 journées, 4 victoires et un nul, ils sont même largement leaders au classement corrigé en fonction des expected points, ce qui est totalement en phase avec ce qu'on voit depuis un mois. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui jouent mieux que Lens. Francaise a trouvé son système avec un 5-2-1-2 très polyvalent qui lui permet d'avoir une forte présence axiale. Kakuta en 10 derrière Sotoka et Ganago, c'est super complémentaire avec ballon. Un meneur, un point d'appui, un gars pour prendre la profondeur, mais ça fait aussi beaucoup d'efforts à la perte, et il y a une vraie volonté de défendre en avançant qui permet à Lens de se procurer de nombreuses occasions dès la récupération. On va dire que c'est pas facile de relancer proprement face à Lens. Et puis en plus de cette bonne occupation de l'axe haut sur le terrain, les pistons sont bons. Jonathan Klaus fait un début de saison de très haut niveau, et la ligne défensive couvre bien la largeur. Mention spéciale pour le duo de recrues Loïc Badé, 20 ans, et Facundo Medina, 21 ans, qui vient d'être appelé en sélection argentine d'ailleurs pour la première fois. Quand tu dis qu'avec un peu plus d'efficacité, ils auraient dû marquer encore davantage, c'est ce que montrent les stats avancées. Quand tu dis qu'ils jouent devant un Bollard vide, ça c'est le cas pour tout le monde, mais on peut penser qu'à Lens, l'appui du public est quand même un facteur important. Et quand tu te dis que Seko Fofana, la grosse recrue de l'été, va bientôt revenir de blessure, il y a de quoi être optimiste pour Lens. À la 8e place ensuite, et la première de 3 équipes italiennes dans ce top 10, j'ai choisi Sassuolo, qui a tout simplement un des projets collectifs les plus matures d'Europe, on les suit depuis quelques saisons. L'expression qui revient un peu en ce moment pour en parler, c'est un mini Atalanta, et alors je sais pas si c'est vraiment le qualificatif le plus pertinent, mais c'est vrai que sur le côté club italien à petit budget, qui a un super entraîneur et un maillot à rayures dont la moitié sont noirs, bon, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Et puis au-delà de l'emphase particulière que met le coach de Zerbi sur des circuits de relance aboutis qui en font une équipe
extrêmement plaisante à voir jouer. Il y a aussi quelques joueurs coup de cœur, le vétéran Caputo, Domenico Berardi, mais surtout mon chouchou Manuel Locatelli. Je l'avais évoqué cet été dans mes vidéos sur le mercato idéal du PSG. Cette saison en Serie A, il est numéro 1 en passe à destination du dernier tiers et seuls 6 joueurs ont dribblé plus de défenseurs que lui, donc un milieu central élégant et tranchant, mais il est aussi dans le top 10 en tacle et en tir contré, donc à 22 ans ça lui a permis de connaître sa première cape avec l'Italie début septembre. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Bref, c'est pas du tout que pour lui qu'il faut suivre sa solo cette saison, qui est sur le podium de Serie A pour l'instant et qui mérite de l'être, mais c'est pas une mauvaise raison non plus. En 7ème position ensuite, Rennes, je vais pas trop élaborer là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon prono pour le classement de Ligue 1 que j'ai publié il y a quelques jours, mais depuis ils ont encore recruté avec les arrivées en prêt de Dalbert et de Rougani, avec celle pour un montant record du prodige d'Anderlecht, Jérémy Doku, que ce soit pour ses joueurs, que ce soit pour les premiers pas du club en Ligue des Champions aussi qu'on suivra avec intérêt, ou que ce soit tout simplement pour la qualité de leur expression collective, Rennes c'est forcément une équipe à suivre, et même si je suis un peu déçu que Rafinha s'en aille, je me console en me disant qu'on aura l'opportunité de le revoir du côté de Leeds. Alors un peu comme pour Rennes, on en a déjà bien parlé il y a pas longtemps, donc sans trop développer, disons qu'ils ont simplement confirmé les promesses avec un bon début de saison en tenant tête malgré la défaite en Liverpool et en tenant tête là véritablement à Man City, en prenant 6 points sur leurs 2 autres matchs. Je crois qu'on les positionnera encore mieux après les avoir vus contre les Wolves dans 2 semaines, ça c'est un vrai test, mais voilà, c'est tout simplement une vraie équipe. Il l'était déjà l'année dernière, et avec les arrivées de Rodrigo Moreno, de Diego Llorente, de Robin Koch, et donc de Rafinha, forcément, il mérite le détour. Comme Tottenham, alors là, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Il y a quelques semaines, j'étais assez longuement revenu sur la situation des Spurs, et j'ai encore des doutes persistants sur la capacité de Mourinho à maximiser le potentiel de son effectif, mais d'une, ça reste un bel effectif, il y a de quoi faire de sacrés 11, encore plus quand on donne du temps de jeu à Ndombele, encore plus quand le groupe engrange de la confiance, comme récemment. Et de deux, la raison principale pour laquelle je mets Tottenham ici sans doute, c'est que peu importe la direction que prendra leur saison, il y aura un fort intérêt narratif qui sera associé, bien sûr, à la question Mourinho, il joue gros, peut-être surtout la question Bale, ça va être assez incroyable de le revoir en première ligue. Si ça passe, ce sera passionnant, si ça casse, ça le sera au moins autant. Alors au pied du podium ensuite, j'ai mis le Milan AC, pas un très gros match ce week-end contre la Spezia, mais une nouvelle victoire, 3/3 en Serie A donc, et la 18e rencontre consécutive sans défaite pour eux, ils sont invincibles en fait, post-confinement, mais je crois que je les suivrai au moins autant pour leurs individualités. Alors Sandro Tonali, 20 ans, Brahim Diaz, 21 ans, Pierre Kaloulou, 20 ans, Daniel Maldini et Lorenzo Colombo qui sont tout juste majeurs, Jens Peter Hauge de Bodo Glimt qu'ils viennent de prendre 20 ans, en soi même Benasser et Théo Hernandez donc 22 ans, Donnarumma 21. Je pense que leur plafond est un peu moins élevé, mais Raphaël Leao et Alexis Selmakers, 21 ans. Il y a vraiment beaucoup de trajectoires intéressantes à suivre, et du coup on verra qui sort du lot cette saison. Il faut dire aussi que le facteur spectacle est tout de suite plus fort avec un Hakan Çalhanoğlu qui joue peut-être son meilleur foot en ce moment, avec l'éternel Zlatan qui vient de fêter ses 39 ans. Milan doit renaître et pourrait s'en approcher cette saison. Alors du coup à la 3ème place, j'ai choisi le seul club allemand de ce top 10, j'ai choisi le Borussia Dortmund pour des raisons assez simples qui s'appellent Erling Haaland, 20 ans, Jadon Sancho, 20 ans, Joe Reyna, 17 ans, Jude Bellingham, 17 ans aussi, Régnier, 18 ans, que le Real Madrid a acheté 30 millions à Flamengo et qui est prêté à Dortmund, donc jusqu'en 2022. On va sans doute voir aussi à partir de fin novembre les premières minutes, les toutes premières minutes en pro de Youssoufa Moukoko, 15 ans, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois, c'est censé être le futur grand prodige de Dortmund. Donc voilà, tous ces jeunes, en même temps un fond de jeu relativement constant sous Favre, peut-être pas assez pour aller chercher ou titiller le Bayern, mais quand même de quoi proposer un contenu riche. Bon, ça fait plein de raisons pour suivre Dortmund et pour regarder au moins une dizaine de matchs de Dortmund cette saison, peut-être plus encore pour l'Atalanta, alors que initialement je l'avais pas fait figurer dans ce top 10, je me disais qu'il serait difficilement aussi intéressant cette saison que la saison dernière, mais encore une fois, on est un peu obligé de se rendre à l'évidence, 3 matchs, 3 victoires et déjà 13 buts marqués, ils sont allés mettre 4-1 à la Lazio au Stadio Olimpico, aucun joueur vraiment majeur n'est parti, ok Timothy Castagne à Leicester, mais c'était pas un titulaire indiscutable, Ilicic va progressivement revenir, Papou Gomez est toujours aussi magique, ils ont ajouté Alexei Miranchuk et quelques autres gars moins connus mais qu'on risque de découvrir cette saison. Ils sont aussi tombés dans ce qui est à mes yeux le plus beau groupe de cette Ligue des Champions avec Liverpool, l'Ajax et Midtjylland, ça va envoyer du jeu. Et puis le 3ème point, c'est que dans une année où la Juve, cette Juve de Pirlo, lance un nouveau cycle, on pourrait avoir une course disputée en Serie A, l'Atalanta pourrait en être, voilà, pas de vraie raison d'arrêter de les suivre en 2020-2021. Et donc enfin, l'équipe qui figure tout en haut de ce top 10, c'est effectivement Everton. Alors c'est pas celle que j'aurais imaginé mettre il y a quelques mois, bon, je crois que c'est un euphémisme de dire ça, mais c'est même pas celle que j'aurais imaginé mettre il y a quelques semaines, au soir de leur première journée contre Tottenham par exemple, où malgré la victoire, je les avais trouvés relativement pauvres.
mais depuis, pas grand chose à redire. Ancelotti a tout simplement trouvé son 11 et a pu se débarrasser du 4-2-3-1/4-4-2 de la saison dernière pour installer deux super lignes de 3. Alan 6 et Abdoulaye Doucouré en relayeur aux côtés d'André Gomes transforment l'entrejeu, alors que les mouvements de l'extérieur vers l'intérieur de Richarlison et James sont très prometteurs, surtout quand c'est pour servir Dominique Calvert-Lewin qui a déjà 6 buts en 4 matchs de Première Ligue. James lui en a 3 qu'il a sorti de 2 passes D. Alors certes ça fait un bloc offensif assez axial, mais Lucas Digne est un bon pourvoyeur de largeur sur le côté gauche. À noter les premiers pas réussis de Niels Nkounkou aussi. Même la charnière est devenue plus solide et elle risque de l'être encore davantage avec l'arrivée officialisée de Ben Godfrey pour quasi 30 millions. Voilà, quand on regarde Everton depuis quelques semaines, on voit une équipe équilibrée et protéiforme, c'est-à-dire capable d'être pertinente dans plusieurs approches, sur jeu placé, comme sur transition, comme sur coup de pied arrêté, où ils ont là aussi de très grosses armes. Après 4 matchs, ils sont leaders de Première Ligue, ils sont leaders du classement corrigé aussi, et de très loin. Ils ont même la profondeur pour se permettre de prêter Moïse Kean au PSG. Je ne sais pas pour quelle place ils se battront cette année, faut pas non plus s'enflammer, mais ce serait cool que la ville de Liverpool ait une deuxième grosse écurie. Du coup voilà, un top 10, c'est pas facile, et la réalité c'est que même si on exclut d'emblée les très gros, Real, Barça, Bayern, Liverpool, Man City, PSG, etc., même si on exclut les super clubs, ça nous laisse quand même un très gros et beau réservoir. Alors parmi les clubs qui ont fait initialement partie de ma réflexion, j'avais par exemple la Real Sociedad, Huesca, l'Atlético, l'Inter, Hoffenheim, le PSV Eindhoven, Arsenal, Bologne, Leicester, West Ham, Aston Villa, Séville, Brest, Lille, Naples, la Fio, Saint-Etienne, Monaco, Leipzig, l'Eintracht, le Celta Vigo et Villarreal. Je les ai finalement écartés pour une raison ou une autre, mais voilà, c'est pour dire que beaucoup auraient pu figurer ici. Et puis je vais quand même juste faire un petit hors catégorie, c'est un peu de la triche, mais je vais le faire quand même, un petit hors catégorie pour Chelsea. Logiquement, quand tu avais 3 des 9 recrues les plus chères de l'été, dont la plus chère, quand tu prends au moins un titulaire par ligne, évidemment derrière l'enjeu est énorme, et même si pour l'instant, en ayant vu toutes leurs rencontres, sauf celle contre Barnsley en Cup, mon niveau de conviction n'est pas incroyablement élevé, je suis quand même hyper curieux de voir ce que ça va donner, et j'aurai un œil particulier pour les premiers pas en Première Ligue d'Hakim Ziyech, qui va peut-être débloquer pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, j'ai vu un 11 plus à l'aise sur transition qu'il ne l'était face à des blocs bas où Chelsea a pu un peu se casser les dents. C'est dans ce cadre, à mon avis, que Ziyech peut offrir pas mal de solutions intéressantes. Donc voilà en gros pour Chelsea, on aura l'opportunité d'en reparler, j'en doute pas. Pour finir du coup, la séquence prono avec mon partenaire BetClick. Cette saison pour l'instant on est à 7 paris réussis sur 12 tentés, et ici j'en ai choisi qu'un seul, c'est le match de dimanche 18h Belgique-Angleterre où je vois plus de 2,5 buts. En gros, deux énormes potentiels offensifs qui s'affrontent avec des hommes en forme des deux côtés. Je m'hasarderai pas nécessairement à désigner un vainqueur, mais une rencontre un minimum effusive, ça me paraît pas déraisonnable, donc voilà, à 1,80, c'est pas mal. Si vous voulez tenter ça sur BetClick, vous pouvez profiter de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert avec mon code promo Willou, ça me rend un fier service, comme vous le savez, code promo Willou, je vous mets le lien qu'il faut en description, et puis de notre côté, j'espère déjà que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine qui arrive très vite, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Enfin, si mon maillot vous a plu, là aussi je vous mettrai le lien que j'utilise en commentaire. Alors, de notre côté, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée, et puis une super semaine aussi qui commence ou presque. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout, on se dit à très vite. Bisous.